Donc, bonjour à tous. On espère que vous avez eu beaucoup de plaisir lors de la réception hier soir. Je sais que c'était le cas pour moi. J'ai vu des personnes que je connaissais. Je me suis fait de nouveaux amis. La séance de ce matin sera un défi. Nous avons avec nous, pour nous aider dans la facilitation, Anna-Karina Tapinière. Anna-Karina est une communicatrice, journaliste et cinéaste qui a remporté beaucoup de prix. Elle a fondé une agence de consultation Talent on Tap Group qui aide les organisations à opérationnaliser la diversité, l'équité et l'inclusion. En tant que journaliste, elle a préparé des reportages pour CBC, CNN et d'autres. Elle elle a occupé des postes de directrice de communication, directrice des affaires de l'entreprise et porte-parole pour des organisations publiques et privées. Son travail a été reconnu par l'Association internationale de communication commerciale Houston World Fest et la Canadian Screen Academy. Bienvenue, Anna-Karina. Au cours des 2 dernières années, on a non seulement eu une pandémie en matière de santé, mais aussi du côté social. On a beaucoup eu à faire face à la bigoterie, le racisme, le sexisme et d'autres formes de discrimination et de haine qui fleurissent dans le monde aujourd'hui et encore plus déroutant ici au Canada. Malheureusement, pour certaines personnes, elles n'ont pas été surprises, mais pour nous, on ne peut pas faire semblant qu'on ne le voit pas. Mais je crois qu'on a une occasion. On a l'occasion de créer un monde, le monde qu'on aimerait voir, le monde où l'équité primera. Et pour le faire, on doit créer arriver à se comprendre. Comme vous avez entendu chez les Nadir hier, on provient tous d'expériences différentes qu'on a vécues qui nous font être qui nous sommes. Aujourd'hui, nous avons 3 membres du comité d'équité de l'UCET. Ils sont prêts à se rendre vulnérables et à partager certaines de leurs expériences. Ce qu'ils vont dire va peut-être vous mettre mal à l'aise. Et en fait, j'espère que ça vous rend mal à l'aise. Ça semble un peu étrange, mais pour que le changement puisse avoir lieu, on doit être dans des situations où on n'est pas confortable. Alors, ce que vous avez à faire maintenant, c'est d'écouter avec les oreilles ouvertes, les cœurs ouverts, l'esprit ouvert. N'écoutez pas pour défendre, expliquer ou juger, mais simplement pour écouter. Avant de demander à Anna-Karina de nous parler de son travail, j'aimerais que vous regardiez cette vidéo. Il y a des gens qui me considéraient comme terroriste en tant que personne autochtone. Vous considérez comme quelqu'un qui pouvait peut-être être alcoolique, avoir des problèmes d'abus de substances, de drogue. Et je suis indien, donc les gens pensent que je connais les ordinateurs. C'est quelque chose, un problème d'être dans le monde avec quelqu'un qui a un handicap, mais qui semble être sans handicap. Alors, donc, la majorité des femmes, on leur dit qu'elles doivent se comporter d'une façon. Les gens pensent que ma génération est paresseuse. Est-ce que vous faites du rap? Je suis la seule fille noire. Moi, je n'avais pas de sentiment d'appartenance. Quand je grandissais, les gens supposaient plusieurs choses quant à ce que j'étais censée être, mais ça m'a ouvert les yeux de voir que moi aussi, j'avais ces préjugés. Alors, parfois, on pense qu'on est inclusif, mais on se demande, est-ce que j'ai écouté tout le monde dans la pièce? Alors, c'est difficile de ne pas juger. Je pensais toujours que chaque homme gay était flamboyant et horrible. Je pensais que tous les
les gens qui sont entendants avaient la vie facile. Au début, je pensais que c'était difficile. Quelque chose de curieux d'une fille qui voulait être caméraman à cause du mot caméraman. Je suis arrivée à l'école le premier jour et il y a ces petites filles qui portent des hijabs et ça m'a vraiment intimidée. Alors, vous pouvez avoir vos jugements, mais aussi, il faut être prêt à apprendre. Ma définition de l'inclusion, c'est un monde et une société dans laquelle les barrières qui ont été construites ont été détruites. L'inclusion, c'est un environnement où tout le monde se sent à l'aise. Les gens sont prêts à accepter les opinions des autres. Toutes les personnes, quelle que soit leur diversité, se sentent accueillies, respectées. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'être ce que les autres s'attendent qu'ils soient. Le changement est possible, mais la personne, c'est une personne qui peut faire le changement. Alors, j'avais un superviseur qui a envoyé un courriel à tout le monde pour dire que Robin a le droit d'utiliser les toilettes de femmes. On trouve des alliés partout. Il faut montrer qu'on s'engage à le faire. Apprenez à connaître les gens autour de vous. Faites quelque chose de différent. Apprenez quelque chose de différent. Apprenez plus sur des cultures, différentes races, différentes croyances, différents systèmes de croyances. Je pratique avec d'autres immigrants aussi. Ouvrez votre esprit et prenez le temps. Apprenez à connaître quelqu'un plutôt que de les mettre dans une boîte. Ça démontre que l'intérêt va vous surprendre. Posez-moi une question, même si elle est bête, posez-la moi. Je suis livre ouvert. Posez-moi, demandez-moi comment prononcer mon nom, tout simplement. C'est simple. Vous décidez que les expériences et les émotions des autres sont importantes. On a besoin d'avoir des conversations pour favoriser l'inclusion. Et souvent, ce n'est pas facile. Et c'est important. Autrement, le changement n'aura jamais lieu. Mon nom est Shomodip Ganguly, mais les gens m'appellent Sam. Je suis Leila Karam, Mutsumatanga, Geneviève Leblanc, Ashley Pesala, Patrick Duff, Neil McLaughlin, Elena Gottschling, Rod Bolger, Jessica Schud, Kazim Morcado, je suis un chef et je fais de la métallurgie. Je suis une mère, chauffeur de camion. J'envisage le jour où on peut s'accepter les uns les autres, où on peut faire de la place pour les autres. Avant de se faire un porte-parole pour l'inclusion, on doit discuter de l'inclusion. Voilà. Il y a beaucoup de messages dans cette vidéo. Avant de le faire, allons nous présenter. Je suis Anna-Karina Tabliard. Et si vous ne me voyez pas, j'ai des cheveux noirs longs, une peau brun pâle qui est typique de mon ascendance filipino. J'ai un haut bleu-vert et j'ai des lunettes bleues carrées avec des lentilles épaisses. Et je passe la parole à Michelle. Je suis Michelle Timberland. Je suis métisse. Et je me sens vraiment terrifiée d'être ici sur la scène. Je suis malentendante. Me décrire. Je suis une femme d'âge moyen. Alors, je suis presque petite. Donc, une personne moyenne. Non, une personne extraordinaire, comme on apprendra plus tard. Tansy, à vous. Bonjour à tous. Je suis Pansy Amida Green et je suis une femme noire. Je mesure 5 pieds 2. Je suis née à Londres, en Angleterre. Mes parents proviennent de la magnifique île de Jamaïque. Et j'adore porter beaucoup de couleurs. Je porte un vêtement jaune et vert vif, des couleurs heureuses qui me font sourire et même me donnent envie de danser. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je crois que c'est tout. Et Jonathan. Bonjour à tous. Je suis Jonathan Moscoso. Je mesure 5 pieds 8. Je suis un homme, mais si je porte des talons hauts, je mesure 6 pieds de haut. J'ai un blazer noir avec une chemise bleue et je viens de Calgary. Et alors, n'oubliez pas les lunettes rétro des années 70 en métal. Bon, c'était une vidéo
vraiment qui était pleine de messages. J'aimerais commencer par vous, Michel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment frappé là? Oui, beaucoup d'éléments de cette vidéo. Donc, puisque je m'identifie en tant que femme métisse, c'était cette perception des Autochtones que, ouais, vous avez vu, vous serez probablement alcoolique, vous aurez peu d'éducation. Et vu que je suis malentendante, c'est que je n'entends pas toujours tout ce que les gens disent. Oui, prenez votre temps. Et je dois vous remercier, vous et vos collègues, parce que la conversation qu'on va avoir, c'est un partage très précieux et c'est un espace très sécuritaire. Donc, vous partagez au point où vous vous sentez à l'aise. Et je demande à tout le monde de respecter cela. Je crois que quand j'ai l'air un peu de ne pas comprendre, les gens vont soit penser que je suis snob parce que je ne vous écoute pas, et dans ce cas-là, c'est probablement parce que je ne vous ai pas entendu et je vais vous ignorer et je vais partir. Et certaines personnes pensent que je suis stupide ou que je n'ai pas de connaissances parce que je suis... pardon, écoutez, je n'ai aucune idée de ce que vous venez de dire. Et pour cette raison-là, normalement, j'aime aller aux conférences syndicales pour la formation, mais les gens avec qui je voyage, je me déplace, me connaissent bien. Alors, c'est vraiment eux qui sont un peu me donnent le sentiment de sécurité. Et on a parlé plus tôt et elle a révélé son ascendance métisse et aussi qu'elle porte des appareils auditifs. Ça a surpris plusieurs personnes. Donc, parce que vous semblez être une femme blanche et aussi vous semblez être une personne qui entend bien. Alors, très peu de gens se rendent compte que je suis malentendante et très peu de gens se rendent compte que je suis métisse. Alors, ces choses sont plus cachées jusqu'à ce que je commence à en parler ouvertement. Et souvent, je me sens pas à l'aise dans ma propre peau, mais c'est un cheminement, c'est un processus d'arriver à me sentir à l'aise. Alors, y arriver. Donc, alors, ça, c'est lié à la divulgation. Quand est-ce que vous vous sentez à l'aise de révéler cela? Quand est-ce que l'IRA l'a découvert l'année passée? Je portais des appareils auditifs depuis 30 ans. Et la majorité des gens avec qui je travaille à cause de négociations ne le savaient pas, y compris l'IRA. Et elle m'a dit, pourquoi tu n'as rien dit? Eh bien, bon, j'ai ses cheveux longs et ça le cache. Et moi, je pensais que je les cachais assez bien jusqu'à ce que on avait remarqué qu'il y avait pas mal de différences quand on sortait au bar. Et je crois qu'il y a un autre récit là, au bar. Alors, on est là et quand j'écoute quelqu'un, je les écoute avec une grande attention et je suis tout près d'eux. Alors, si vous êtes un homme et j'ai une conversation avec vous et vraiment je suis là, je complètement émerveillée par chaque parole que vous dites, mais en fait, c'est simplement que j'essaye de vous entendre et les gens me donnent leurs clés à leur chambre et moi je dis non, non, c'était juste une conversation, je ne sais pas comment vous avez eu cette idée que je voulais aller dans votre chambre. Et bon, ça s'est passé si rapidement, mais en fin de compte, mon groupe d'amis avec qui je voyage beaucoup, je me déplace beaucoup, je me tiens beaucoup. Alors j'ai dit non, je vais plus m'asseoir au bout du bar. Oui, elle dit, ça peut être dangereux. Ouais, moi je suis là, je m'amuse bien. Ah, vous voulez encore une autre boisson? Oui, oui, on s'amuse tous.
Mais alors, elles m'ont dit, non, il faut que tu arrêtes de faire ça, Michel. Et je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Même chose quand je suis là avec notre agent de négociation. Je vais m'asseoir tout près de lui et c'est un homme qui parle assez doucement. Et je me suis dit, bon, Michel, il se déplaçait un peu, il s'éloignait de moi. Alors, il parle très, avec son volume très bas et donc je dois le suivre partout pour voir ses lèvres et pour vraiment m'assurer que j'entends tout ce qui se passe. Ben, là, je peux en rire et mes amis font des blagues à ce sujet, mais au début, quand je le dis aux gens que je suis malentendante, ça me rend encore mal à l'aise. Merci d'avoir partagé ça. Alors maintenant, vos collègues, quand quand vous allez manger avec eux ce soir, non, non, je suis mariée, je cours pas après qui que ce soit ici. Alors, vous avez combien de clés d'hôtel, de chambres d'hôtel dans votre collection? Alors, vous venez de souligner le fait que la façon dont les gens reçoivent les messages et communiquent est une fonction de leur expérience et de leur vécu. Merci pour ça. Alors, passons à Pansy. Vous avez quelque chose de très intéressant quant à votre nom. Oui, Pansy, c'est une pensée en anglais, la fleur. Alors, c'est mon prénom. Et quand j'étais petite, on m'a toujours taquinée à cause du nom. C'est aussi un mot pour une expression pour les hommes gays. C'était aussi associé avec chimpanzé, chimpanzee, pansy. C'est vraiment ton nom. Aussi des conversations quant à... c'est un nom de fée. Et pourquoi est-ce que ta mère t'a donné le nom Pansy? Et je me sentais mal à l'aise de révéler mon prénom. Et donc, j'ai commencé à dire à beaucoup de gens que je m'appelais Anita. Et aussi en milieu de travail, ils me connaissaient en tant que Pansy Anita. Je crois que Martin, vous m'appelez Anita de temps à autre, mais vous ne saviez pas pourquoi. Mais oui, je me servais du nom Anita en général. Alors, c'est un nom assez rare. Je ne connaissais pas beaucoup de gens qui s'appelaient Pansy. Je crois que j'ai rencontré 2 personnes qui ont aussi ce nom. Alors, il fallait vraiment que j'accueille mon prénom, le prénom que ma mère m'a donné. Et si vous connaissez les fleurs, les pensées sont très belles. Alors, quand on avait un signe porte-nom ou quand il fallait que je me présente, ça me mettait très mal à l'aise de simplement dire mon nom aux autres. Mais maintenant, je l'adopte. Parfois, je prends les 2 noms, mais j'accepte mon nom, Pansy. C'est un très beau nom. Jonathan, d'où vient votre nom? C'est un nom qu'on voit souvent dans la race blanche, John. Mais en fait, Jonathan, c'est comme ça qu'on le prononce en espagnol. Je suis une personne de couleur. J'ai grandi en tant qu'immigrant à Regina. Il fallait que je trouve comment passer ou être... alors, j'étais John ou John O. Il y avait une émission dans les années 80-90, John Owen. Alors, je peux savoir quand vous m'avez connu selon le nom que j'utilisais pour m'adresser. Alors, on parle de conversations qui nous mettent mal à l'aise. Et souvent, à la racine de cet sentiment d'inconfort, il y a des idées préconçues. Alors, Jonathan, quelles sont les idées préconçues que les gens ont à votre sujet, à votre idée? Ben, c'est qui ce gars-là? Alors, là où j'ai grandi, je me cachais, je n'acceptais pas mon corps, j'essaie de me cacher. J'ai une poitrine ronde, j'ai les épaules de ma mère et les toutes petites chevilles de mon père, mais j'ai
appris à apprécier mon type corporel et je marche avec conscience et certaines personnes vont dire: «Ben, c'est qui cette personne qui semble si fière?» Mais je me tiens, je suis dans mon corps, quand je me présente. Alors ça, c'est un aspect. Alors les gens disent: «C'est qui ce gars-là? Est-ce qu'il est gay?» Alors moi, j'ai pas l'impression que je présente, quelque chose et les gens, vont, faire, supposer des choses. Alors quand je suis, bilingue, il y a dans la liste et là, on me taquine et quand j'ai grandi avec, j'entendais ceci quand je grandissais, c'est comme, on doit vraiment, se sécuriser dans qui on est pour être accepté. Je sais que le domaine dans lequel vous travaillez est surtout féminin et vous étiez probablement une des personnes les plus jeunes parmi vos pairs. Comment est-ce que ceci a un effet sur les perceptions et la façon dont on vous traite? Ben, j'aimerais commencer par remercier Lyra et Denise de m'avoir permis d'être ici et de m'avoir invité. Je n'ai pas du tout le même niveau d'expertise à Transport Canada. Ça fait 1 an que je travaille avec le gouvernement fédéral. J'ai fêté mon anniversaire d'1 an la semaine passée. Et cela dit, j'ai eu vraiment une orientation merveilleuse. L'équipe avec qui je travaille est une équipe masculine d'inspecteurs qui sont dans la cinquantaine et la soixantaine. Et vu que je suis la personne la plus jeune, qui est un CR4 masculin et une personne de couleur queer, j'arrive là et la première impression, c'était, eh bien, on n'aime pas les pleurnicheurs. Bon, alors pourquoi est-ce qu'il faudrait que j'aie à pleurer? Alors, le fait que je lui ai répondu l'a vraiment secoué. J'ai dit, je suis là pour travailler, je ne suis pas là pour essayer de chercher à vous faire m'aimer. Alors, la stigmatisation liée au travail que je fais, je suis un jeune diplômé. Je devrais être une jeune diplômée une jeune fille qui porte une jupe et qui va fêter tous les soirs et qui arrive saoule. Je n'ai pas l'apparence de quelqu'un qui travaille dans le domaine d'administration. Alors, Michel, sortons du bar et parlons du million de travail. D'accord, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de moments où vous vous êtes senti exclu au travail? Alors, je travaille avec Transport Canada. Je travaille pour NAV Canada depuis 32 ans, je crois. Avant, je conduisais des opératrices d'équipements lourds à Regina. Je travaillais dans les années 80. Il y avait beaucoup de difficultés et je veux dire que même si je n'étais pas comme les gars avec qui je travaillais, mais j'ai dû trouver la meilleure façon d'être avec cette équipe. J'étais simplement une femme. Je n'avais pas d'appareil auditif et je ne m'identifiais pas en tant qu'être métier. Parce que l'idée déjà d'avoir une identité féminine dans ce métier, c'était assez difficile. C'était intéressant. Une fois que les gars ont cessé de craindre qu'on les accuserait de harcèlement ou quelque chose d'autre, ils ont, quand ils ont appris à me connaître, ils ont commencé à m'accueillir, à me faire que je me sentais bien. J'ai été embauchée en vertu d'un programme gouvernemental où les femmes pouvaient travailler à des postes non traditionnels. Et j'ai aimé ça. J'étais là environ 5 ans. Et ensuite,
quand j'ai fait une demande pour un poste de CR, parce que j'aurais un salaire plus élevé que d'être opératrice d'équipement lourd et j'aurais pas à travailler en fin de semaine et travailler à minuit dans une tempête de neige, j'ai reçu un appel d'Ottawa qui me disait, vous savez ce qu'on a fait pour vous? Et je me suis dit, quoi? Pardon? Alors, vous ne devez pas vous réveiller la nuit et déneiger et travailler avec l'équipement. Alors, je leur ai dit, ben, venez faire le travail si vous pensez que c'est si facile. Alors, je me suis rendu compte, non, je ne vais pas le faire. Je ne veux plus faire ce travail. Je ne veux pas avoir à aller sous ces machines à l'âge de 50 ans. Je veux rester assise dans un fauteuil, une chaise confortable. Alors, il y avait... Donc, les gars m'ont vraiment accueilli à un moment donné. Et ensuite, c'est, ben, comment oses-tu partir, quitter ce poste après qu'on a fait tout ça pour vous? Alors, pour eux, vous étiez vraiment au point de votre carrière. Oui, c'est ça, j'avais 24 ans. Je j'avais dirigé les équipes d'entretien d'hiver et c'était bien amusant à l'âge de 24 ans. Là, je me disais, ouais, je peux vraiment faire tout ça. Je me suis rendu compte depuis longtemps que je n'ai aucun désir d'être, de diriger ce genre de travail. Alors là, j'ai travaillé au niveau de l'administration et quand je suis arrivée à NAVCAN, et j'ai découvert que tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui parle à voix basse et c'était moi qui avais un problème auditif parce que je pensais, bon, tout le monde au monde parle à très basse voix et ça progressait lentement et parce que je travaille avec des gars dans des aéroports, il y avait différentes pièces, alors on ne parlait jamais aux autres face à face et alors que je commençais à perdre l'ouïe, je m'étais pas rendu compte que j'étais en train de lire les lèvres. Les gens s'éloignaient et là, je les suivais, j'essayais de voir leur visage pour comprendre ce qui se disait. Et bon, je me suis rendu compte que je peux pas avoir tellement de gens qui marmonnent, qui parlent à voix basse dans ma vie. Bon, et c'est là que j'ai découvert que j'avais un problème. Et la première fois que j'ai eu des appareils auditifs, je marchais en rond parce que j'entendais d'un côté et pas de l'autre. Alors, ça prend un bout de temps pour que le cerveau s'adapte et puisse identifier d'où proviennent les sons. C'était assez intéressant. Mais je l'ai caché. J'ai décidé de porter des cheveux longs pour que les gens ne pouvaient pas voir les appareils auditifs. Et l'appareil auditif, on change avec le temps, mais ils font ces sons aigus quand c'était près d'un téléphone ou près de métal. Je l'ai caché et j'ai une gestionnaire qui me disait que je ne serais pas bonne. Ouais, encore. C'était un groupe de travail, en fait, parce que les gens ne voudraient pas avoir à m'expliquer ce qui se passe si je n'entendais pas bien. Et à ce moment-là, j'étais peut-être dans la quarantaine et bon, je me suis renfermée sur moi encore une fois. I don't want to do it. À ce moment-là, je voulais pas me donner. Et je pense que à un moment, vous vous fatiguez de combattre, de lutter, ou d'être toujours la personne qui doit s'adapter aux autres, à donner des explications, à se justifier. Et à un moment, vous décidez tout simplement de vous recroqueviller, vous vous repliez sur vous-même. En fait, je pense que ce que vous essayez d'expliquer, c'est la même chose pour les gens qui viennent des communautés sous-représentées, qui font tellement des efforts, qu'ils se rendent à un moment dans la vie où ils se disent, mais je suis à bout, je suis complètement à bout. Est-ce que c'est la même expérience pour vous, Pansy? Oui, absolument. Je pense que c'est une expérience que je connais également. J'ai travaillé avec Transport Canada pendant plus de 30 ans et chez Transport Canada,
Je pense que ça a été le seul, le seul poste gouvernemental ou employeur gouvernemental pour lequel j'ai travaillé. Donc, le milieu dans lequel je travaille, il n'y a pas énormément de personnes qui me ressemblent, qui ont la peau noire, qui sont des femmes. Je pense que beaucoup de personnes pensent que je suis quelqu'un de très réservé, très taciturne, très calme, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui n'exprime pas grand-chose, mais je voulais également essayer de m'intégrer davantage, de communiquer davantage, d'être plus active en milieu de travail. Et puis, à un moment, je faisais partie du comité de diversité de l'Ontario et puis je me suis retrouvé dans les milieux syndicaux. Et en ce moment, je suis trésorière pour ma section locale. Mais tout cela, c'était parce que j'essayais de m'impliquer juste pour rencontrer des gens, pour participer et puis faire ressortir un peu un autre aspect ou une autre facette de ma personnalité. Mais ce que je constatais autour de moi, c'est que à chaque fois, je ne voyais toujours pas de personnes qui me ressemblaient. Et je peux vous dire que ça me rendait davantage mal à l'aise. Peut-être pas tellement mal à l'aise, mais ça faisait en sorte que je rentre un peu plus, je me réserve un peu plus, que je ne dise pas des choses, ou que je ne mentionne pas des sujets qui m'intéressaient, ou que je partage mes idées, ou que je dise quelque chose que quelqu'un ne comprendrait pas, ou que je relate une expérience où j'étais peut-être la seule à vivre ce genre de choses. Et donc, même si j'étais là et que je faisais des choses en milieu de travail, dans les comités, et que j'assistais à des rencontres, à des conférences, à des congrès, il était toujours difficile pour moi d'avoir ce sentiment d'appartenance ou d'avoir l'impression, même s'il n'y avait pas d'incident, de manque de respect et tout cela, j'étais juste pas à l'aise à me confier, à interagir avec le monde autour de moi. Et comme Teresa l'a mentionné tantôt, lorsqu'on m'avait demandé, par exemple, de participer, je pense que c'était en septembre, je suis pas très certaine, ou en octobre, de faire partie d'un groupe de chances égales ou d'équité pour l'UCET, je me suis dit, ah ben tiens, de quoi est-ce qu'il s'agit? Je savais pas trop c'était quoi les sujets à l'ordre du jour, mais je me suis dit, ben, pourquoi pas? Ben, j'ai entendu le terme équité, groupe d'équité. Je me suis dit, OK, peut-être que ça me parle. Alors, le fait d'avoir cette opportunité de participer, je pense que ça m'a ouvert les portes, ça m'a permis de me sentir un peu plus à l'aise, de m'exprimer et de faire comprendre exactement quelles étaient les émotions que j'avais ressenties depuis de nombreuses années. J'ai pu me sentir en sécurité, j'ai pu m'exprimer afin que notre syndicat ou notre élément puisse entendre mes paroles et s'en servir pour appuyer un cadre qui nous permette justement de faire la différence au sein de notre syndicat ainsi que dans nos milieux de travail. Donc, d'encourager les gens je ne veux pas dire des personnes en particulier, mais en tout cas, des personnes noires de saisir leurs chances, leurs opportunités et de partager leurs préoccupations. Et puis, voilà. Donc, Pansy, il y a cette phrase qu'on entend souvent. On parle de
changement de code. Pouvez-vous partager, en fait, l'expression en anglais, c'est code switching. Pouvez-vous nous expliquer cela? Donc, l'idée d'avoir une identité, votre véritable identité en dehors du travail, et puis de changer cette identité-là pour vous conformer dans un milieu de travail où vous êtes minoritaire pour ne pas vous faire remarquer. Ben, moi, en dehors de ma vie professionnelle, je fais tellement de choses. En fait, plein de gens ne me connaissent pas. Ben, je pense pas qu'on me connaît véritablement dans mon milieu de travail. Donc, en fait, je ne permets pas cela. Donc, je suis sûr que les gens pensent que je dois être quelqu'un de très discrète. Mais pourquoi est-ce que les gens au milieu de travail, dans le milieu de travail, ne vous connaissent pas? Ben, tout simplement parce que je ne le laisse pas rentrer dans mon monde. Donc, c'est peut-être un problème de confiance. C'est peut-être que je ne leur fais pas assez confiance. Mais tout cela doit partir du fait que je ne me suis jamais senti en confiance. Donc, je me pose la question, pourquoi est-ce que je ne vous fais pas confiance? C'est malheureux, mais c'est la réalité. Donc, en dehors du milieu de travail, je suis une femme qui aime profiter de la vie, qui aime voyager et qui est très créative à plusieurs niveaux. Je vais peut-être vous épargner les détails. Ben, non, 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 soyez pas timide. Parlez-nous, donnez-nous des détails. Je sais que vous aimez bouger, vous aimez vous trémousser, vous êtes une magnifique danseuse, ça je le connais. Oui, 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 vous avez raison. J'adore la musique, toutes sortes de musique. Je me suis impliqué dans des groupes de danse. J'ai commencé des cours, j'ai pris des cours de salsa parce que j'adore la musique. Et puis, il y a un effet domino. Ça fait ressortir une autre facette de ma personnalité dont j'ignorais l'existence. Et puis, cela m'a permis de rester active, de bouger. Et j'ai rencontré un magnifique cercle de personnes dans ce cadre. Et je peux vous dire que ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, je vais peut-être poser la question à vous tous. Je commence peut-être avec Jonathan. Euh, on a entendu parler de certaines des barrières, de certaines contraintes, aux obstacles que vous connaissez. Alors, qu'est-ce que ça prend pour vos collègues, pour ceux qui sont dans cet environnement, dans cette salle, de créer un environnement plus acceptable et plus accueillant pour vous? Vous voulez que je commence? D'accord? Bien, allez-y. Mm. Donc, je pense qu'on parle là de deux générations et je pense qu'on doit pouvoir fermer le fossé, réduire le fossé entre les deux générations. Je suis un jeune millénaire, je suis né dans les années 80 et les personnes avec lesquelles je travaille sont potentiellement plus âgées, peut-être de quelques années de plus. Donc, je pense que il faudrait juste reconnaître notre présence quand nous sommes dans la salle. Peut-être pour des personnes comme moi qui n'ont pas une voix, qui n'ont peut-être pas de voix, moi je suis très à l'aise avec ma voix et reconnaître le fait que quelqu'un qui appuie, qui apporte une contribution à l'équipe, je lui donner juste un petit bonjour, juste lui dire comment ça va, bonjour, est-ce que vous allez bien? Ça prend tellement pas d'efforts, mais ça crée ce sentiment d'inclusion. Imaginez par exemple des gens qui s'en vont, qui ont déjà pris du café, peut-être parce qu'ils ont commencé plus tôt. Je pense juste un exemple, juste le fait que vous avez dit bonjour, comment vous allez, et puis vous voyez quelqu'un qui, juste au lieu de faire ça, vous êtes peut-être sur votre cellulaire, puis vous levez la tête de manière très désintéressée, vous dites salut. Et puis, je pense que c'est c'est juste interagir les uns avec les autres pour moi. Donc, commencer par reconnaître qu'il y a quelqu'un en face de vous. Et oui, et cela ne relève pas de, je sais pas moi, de la physique quantique, hein. Oui, mais pour certaines personnes, apparemment, c'est le cas. Et, et vous? Donc, dans mon milieu de travail, je pense que les personnes avec lesquelles je travaille, ils sont magnifiques. Ils sont, elles sont. Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez ces personnes? Ben, tout simplement parce que nous sommes des amis en dehors du travail également. Et au travail, l'équipe avec laquelle je collabore et que je travaille, nous nous retrouvons également en dehors du travail. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais nous avons euh, une batterie d'intérêts en commun. Nous avons
tellement de choses que nous partageons et nous avons établi tellement de liens les uns avec les autres, les unes avec les autres, à tel point ça pourrait être le théâtre, la musique ou des rassemblements, à tel point que pour mon travail, pour mon milieu de travail, je pense que c'est magnifique. Je ne peux pas m'en plaindre. Donc, vous venez de me rappeler d'une approche que j'ai avec une collègue à moi qui est une aînée autochtone. Lorsque nous avons des rencontres, nous faisons des présentations et généralement les présentations, c'est votre poste, ce n'est pas les présentations typiques où vous donnez votre poste, qu'est-ce que vous faites, mais non, nous on donne notre âge, on donne notre clan. Donc cela vous permet d'interagir à un niveau plus personnel qui va au-delà des présentations transactionnelles comme celles auxquelles on est habitué. Oui, oui, vous avez raison, j'ai tellement de chance dans mon milieu de travail et avec ceux avec lesquels je travaille parce que j'ai tellement de liens et de rapprochements avec eux que c'est tellement naturel pour nous d'avoir une conversation ou de se faire mutuellement confiance lorsque nous travaillons. Et en dehors de cela, je n'ai pas peut-être autant de facilité à créer, à tisser des liens avec les gens parce que je suis peut-être très transactionnel dans mes relations, dans mes rapports en milieu de travail. Je me dis, OK, ben, je viens, je fais mon travail, puis je m'en vais. Mais non, j'ai eu la chance justement de trouver ce monde-là. Et donc, cela est essentiel à votre bonheur, c'est bien ça? Oui. Et Pansy, qu'en est-il pour vous? Qu'est-ce que ça prendrait pour que les gens dans votre milieu de travail fassent en sorte que vous vous sentiez plus à l'aise, que vous montrez, vous fassiez découvrir d'autres facettes de votre personnalité au monde. Alors, je dirais peut-être qu'il fasse un effort, il ou elle fasse un effort d'inclure quelqu'un comme moi. Donc, de nous impliquer davantage, de nous poser des questions de la même façon que Lucette nous a dit. Pour quelqu'un qui me connaît, mettons quelqu'un qui connaît mon nom et, et qui est au courant de mon implication depuis de nombreuses années, ben, vous pouvez juste venir me demander, voulez-vous assister, voulez-vous qu'on vous implique dans telle ou telle activité? Quand on m'a posé la question, j'étais comme choqué. Mais en même temps, j'ai eu un sentiment de reconnaissance. J'étais heureuse que quelqu'un ait songé à me poser la question, à me demander, à m'inviter. Donc, c'est ça les verbes. Demander, inviter, reconnaître la présence de quelqu'un et puis tisser des liens, nouer des liens avec ces personnes-là. Il me semble que c'est une équation assez facile. Est-ce que vous me permettez d'ajouter également que juste le fait que nous soyons sur ce podium, nous ne sommes pas des cases à cocher, donc ou pour que vous vous disiez ah ben tiens, il faudrait qu'on inclue un noir, une personne queer, une personne avec malentendante ou une personne de la minorité visible. Donc incluez-nous juste parce qu'on est des êtres humains, parce qu'on est humains comme vous autres. Je pense qu'on vient là de révéler juste une partie de la conversation. Peut-être qu'on est rendu au moment où on pourrait prendre des questions du public. Vous avez eu 3 collègues qui ont fait preuve d'une certaine ouverture, qui ont partagé avec vous. Et rappelez-vous, il n'y a pas de questions stupides. Et chaque question nous permettra tout simplement d'avoir une meilleure compréhension les uns des autres et les unes des autres. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui? Alors, je m'appelle Dave. Je suis le président et je suis tellement fier de vous assis là-bas. Je sais que pendant le dernier congrès, on a pu toucher du doigt la réalité des individus qui prennent leur courage et puis qui travaillent fort. Je ne vais pas dire que je vais pas vous dire si c'était moi qui étais au bar et tout ça, mais en tout cas, lorsque nous avons parlé d'avoir ce comité, ce groupe, on a parlé en tant que syndicat qu'on n'allait pas être le dernier syndicat parce qu'il y a certains syndicats qui sont vraiment bons avec les questions d'équité et comme la consoeur l'a mentionné, on n'a pas encore dit c'était quoi nos mots et nous essayons de nous améliorer. Et j'étais tellement fier quand on a eu ce groupe arrivé à Ottawa, juste pour avoir une conversation. On s'est dit,
ayons un comité et soyons vrais en tant que frères et sœurs, non pas pour cocher les cases, parce que dans la vie nous impose déjà tellement de cases à cocher que nous n'en avons pas besoin de nous en imposer nous-mêmes et qu'on la consoeur l'a mentionné. Donc, sa participation dans le syndicat et tout cela, j'entends des expériences, je pense que en tant que membre du syndicat, on devrait se retrouver dans un environnement sécuritaire. On devrait venir faire notre travail, avancer notre agenda, plutôt que de nous rendre la vie plus difficile. Donc, nous pouvons faire des vidéos, par exemple, et puis la vidéo qu'on a vue tantôt est tellement porteuse de sens. Mais quand on se rencontre entre confrères et consoeurs, et qu'on a des confrères et des consoeurs comme vous autres qui acceptent d'être vulnérables et de partager des expériences aussi personnelles, je pense que c'est très fort. Et merci pour ce partage. Alors, si vous me permettez, je pourrais ajouter un votre commentaire. Et oui, c'est vraiment magnifique de voir vos collègues ici qui partagent. Et donc, dans votre travail au quotidien, ne comptez pas juste sur ces personnes pour vous éduquer. Soyez proactifs. Donc, n'ajoutez pas un fardeau émotionnel aux personnes qui ont dû supporter ce même fardeau émotionnel-là pendant de nombreuses années. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Au fond de la salle, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Ed Nolet. Je suis d'une section locale et merci pour le partage d'expériences. Ça fait plaisir de savoir que d'autres personnes ont connu les mêmes expériences. J'ai commencé ici en début 2008 et c'était un tout petit bureau et je pense que directement, j'ai pensé que j'étais comme une menace parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de diversité du tout. Et puis les gens disaient, ah ben mon Dieu, vous parlez bien anglais. Et puis je me tournais toujours, je disais, ben apparemment vous aussi. Et puis ils me disaient, qu'est-ce que vous sous-entendez? Vous me jugez? Et puis je disais, ben en fait, j'ai grandi en parlant l'anglais, c'est la seule langue que j'ai jamais parlé. Donc ce n'est pas un miracle que je parle bien, que je manie bien cette langue. Et donc c'était des petites choses, des microagressions comme celle-là. Et puis j'ai souvent eu des attaques un peu racistes dirigées vers ma personne, et c'est comme ça que je me sentais souvent. Mais merci beaucoup pour le partage de vos expériences. Et si je pourrais ajouter à ce que vous venez de mentionner, récemment, on m'a dit, ben vous parlez un très bon anglais, vous avez un très bon niveau d'anglais. Parce que j'avais répondu en espagnol à un des inspecteurs, et puis il m'a dit, ah mon Dieu, comment vous avez su ça? Je lui ai dit, ben, je parle espagnol. Il m'a dit, ben, en même temps, vous parlez vous avez un très bon anglais pour un Mexicain. J'ai dit, ben, en fait, je ne suis pas Mexicain, je viens d'El Salvador. Et vous êtes le bienvenu. Et puis, des fois, vous êtes une minorité, peut-être invisible. Il y a peut-être un jeune homme que j'ai rencontré hier qui m'a dit qu'il était soit grec ou ukrainien, mais je n'aurais jamais imaginé quand j'aurais supposé qu'il était latino. Donc, ça fait partie juste d'être conscient de l'endroit d'où vous venez, parce que nous sommes dans un environnement où il y a un plus grand brassage culturel, parce qu'on est tous en train d'évoluer différemment et on doit arrêter de vouloir à tout prix catégoriser le monde. Je pense qu'on a une autre question. Je m'appelle Karen Houlihan. Je suis de l'équipe de transport local. J'ai une question et ma question est la suivante. Pourquoi est-ce qu'on insiste toujours qu'on ramène nos expériences personnelles dans notre milieu de travail? Je travaille avec des gens, peut-être que c'est juste mon idée de travail, mon groupe au sein de Transport Canada. Nous rentrons chez nous le soir, nous ne socialisons pas. Ils connaissent peut-être quelques aspects personnels de ma vie, mais je ne partage pas beaucoup parce que j'aime souvent séparer ma vie personnelle de ma vie professionnelle. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il est important d'avoir une partie peut-être de votre vie personnelle, peut-être vos intérêts dans la vie, que cela se retrouve dans votre milieu de travail, de les partager? Je pense que Jonathan meurt d'envie de vous répondre à ce moment-là. Donc, jusqu'à récemment, je pense que être homosexuel, c'était pas quelque chose de très cool. Mais je parle, par exemple, de nos aînés avant nous dans la communauté.
Je pense que bon nombre d'entre vous ici sont mariés et ont connu beaucoup de bonheur pendant de nombreuses années. Moi, je me suis marié récemment et pendant la pandémie en plus. Et je peux vous dire que c'était vraiment horrible, à tout le moins. Mais pour des homosexuels ou pour nos aînés, euh, le fait que certaines personnes parlent de plus en plus, mais les gens disent mon époux et moi, nous sommes allés en congé, mes enfants et moi, nous sommes allés mener telle activité. Vous êtes déjà en train de ramener votre vie personnelle au travail. Mais il y a des moments où vous vous rendez compte que vous avez déjà partagé quelque chose de personnel dans votre milieu de travail. Et pour quelqu'un comme moi, il y a 30 ans ou 34 ans de cela, je n'aurais jamais pu exprimer cela, dire que j'avais un partenaire ou un petit ami ou une petite amie ou un mari ou un conjoint ou une partenaire. Ils ne pouvaient pas dire ça parce qu'ils évitaient le ridicule, ils évitaient d'être mis dans une case ou d'être même renvoyés du travail. Donc je pense que la conversation commence à partir de là. Ce n'est pas une question de forcer les choses, ce n'est pas de forcer le changement après une signature dans un courriel, mais c'est quelque chose qui existait déjà. C'est juste comment entamer cette conversation, même au travers des échanges de courriels. Donc, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose à cela, euh, Pansy? Donc, comme j'en ai dit, je pense que, en fait, il n'est pas question de partager tout sur votre vie privée ou votre vie personnelle. C'est juste une question d'avoir des conversations simples et cordiales avec des gens. Ben, comment est-ce que vous avez passé votre week-end, votre fin de semaine? Est-ce que vous avez bien passé? Vous n'avez pas besoin d'être généreux sur les détails, par exemple. Mais si je pouvais apporter un peu de perspective à votre question. En fait, pendant la pandémie, j'organisais beaucoup de panels virtuels. Et ce que j'ai constaté, avec un réseau en particulier ou une organisation en particulier, c'est que dans ces panels, il y avait une demande euh, de toujours allumer ces caméras et les gens qui n'avaient aucun problème à allumer leur caméra avec leur audio, c'était les personnes haut placées, c'était les hauts cadres et les personnes blanches pour la plupart. Et les autres personnes dont les caméras étaient toujours fermées ou qui avaient toujours un fond d'écran virtuel, c'était les personnes racialisées, c'était les personnes qui vivaient dans des milieux où ce n'était pas un milieu, un bureau à la maison prestigieux, luxueux et tout cela. J'ai compris cela après avoir posé des questions et fait des suivis. Et ce que j'ai constaté, ce qu'on a remarqué, c'est que les personnes qui fermaient leur caméra et leur micro n'étaient pas dans les mêmes positions de privilèges socio-économiques, qui avaient de belles maisons, qui avaient aménagé un bon coin dans leur maison avec une petite bibliothèque en arrière d'eux, qui avaient vraiment des espaces sécuritaires et beaux. Donc, des fois, il faut rentrer dans la peau de l'autre pour comprendre pourquoi est-ce qu'il demande un peu plus de souplesse, des mesures d'adaptation, des accommodements au travail. Et ça m'a permis de comprendre plein de choses. Et quand je suis rentré dans le milieu du travail, j'ai expliqué à ces personnes, voilà pourquoi les gens résistent à vos demandes d'allumer les caméras lorsque vous le leur demandez. Donc, j'espère que ça permet d'éclairer un peu votre lanterne. En tout cas, donc, j'ai... Donc, petite question pour vous, Jonathan. Je suis de la section locale 80824 et je vis dans une petite communauté et je comprends je comprends un peu ce que vous vivez parce que j'ai dû vivre à peu près la même situation avec mon fils. Mon fils est homosexuel et il se faisait intimider à l'école et j'étais là, j'essayais de lui apporter du soutien du mieux que je pouvais. Et donc, je comprends d'où vous venez, je comprends votre expérience. Et quand j'essayais de partager mon expérience au milieu de travail, je ne tolère absolument pas les mots que les gens utilisent pour décrire ces situations-là. Et je suis souvent je m'exprime souvent, je suis un fier défenseur de la cause, de la cause homosexuelle et de la fierté du mouvement La Fierté. Je soutiens ce mouvement de tout cœur. Et, mais c'est toujours souvent un combat avec moi-même d'essayer d'amener mon fils à comprendre que nous, de l'ancienne génération, de la plus vieille génération, ça nous prend du temps, mais nous faisons des progrès et
nous avons eu nos propres problèmes à accepter les autres. Je fais la même chose du mieux que je peux au travail. J'essaie de changer les idées des uns et des autres, les perspectives des uns et des autres sur la question. Et j'ai eu vraiment des moments très difficiles et une période difficile avec ma femme également, de l'amener à comprendre il ne s'agit pas d'elle, mais de notre fils. Et il a choisi d'être ce qu'il est et il est vraiment difficile de convaincre le monde que c'est comme ça, c'est de cette façon que les choses doivent se faire. Donc, d'accepter les choix des uns et des autres. Donc, j'aimerais vous féliciter pour cela, d'avoir eu le courage de partager cette expérience-là, parce que je pense qu'il est grand temps que nous, de la vieille génération, qu'on accompagne, qu'on rejoigne ce mouvement, parce que si on continue de vivre dans le passé, je pense que le monde va nous laisser en arrière. Donc, je pense qu'on doit apporter des changements dans nos milieux de travail et dans nos communautés. Et je voulais juste partager ça avec vous. Merci. Donc, permettez-moi, je sais pas, mais je suis un peu émotionnel. Ça me fait couler quelques larmes. Mais en fait, pourquoi est-ce que ce thème résonne particulièrement avec les hommes dans la salle? Vous êtes comme mes pères, vous êtes mes aînés, vous avez de la valeur à apporter dans ma vie, vous avez tellement de choses à nous inculquer. Et bon nombre d'entre vous avez eu à supprimer, à réprimer certaines de vos pensées, de vos désirs, de vos ambitions dans la vie. Et peut-être qu'un jour, où il y a eu des années de cela, vous vouliez prendre des cours de danse, mais vous ne vouliez pas que les gens pensent que vous êtes peut-être homosexuel, que vous avez un penchant homosexuel. Vous étiez peut-être un peu flamboyant dans votre style, vous vouliez être flamboyant dans votre style vestimentaire, mais vous aviez peur d'être jugé, vous avez peur d'être rentré dans une case. Et par exemple, mes parents, mon père, dans les années 50, 60, je les comprends grandissant à cette époque, parce que mon père était à peu près comme votre femme. Je ne leur ai pas et je n'ai pas échangé avec eux pendant plus de 5 ans. Le fait d'être un fils homosexuel, c'est difficile pour un parent de cette génération-là. Et venant d'une communauté immigrante où vous devez constamment vous prouver, cette fois-ci, vous devez vous prouver à tout le monde 2 fois plus. Et c'est souvent difficile pour des gens comme moi ou des gens. Je me dis à un moment, ben, putain, qu'est-ce que je dois faire? Et qui est-ce que je dois impressionner plus que l'autre? Et au bout de la journée, au bout du compte, vous devez vous aimer vous-même. Je vous adore, mais je me préfère. Mais j'ai dû réprimer plein de choses dans ma vie. Mais à un moment, je me suis dit, ben, assez, j'en ai et assez. Et c'est pour cela que ça me ramène les larmes aux yeux, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants là-dehors qui n'ont pas cette opportunité. Il y a énormément d'adultes également qui ont dû réprimer certaines choses. Et puis, bon nombre d'entre eux finissent très mal, ne survivent pas. C'est pour cela que je considère que je suis privilégié avec cette femme ici, Madame Gingras, qui m'a envoyé un courriel. C'est tout ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de cette opportunité-là et c'est pour cela que je suis là avec vous aujourd'hui pour créer un dialogue, non pas pour vous forcer d'accepter certaines idées, d'accepter ma façon de vivre, mais plutôt de vous amener à apprendre avec moi. Si on s'appelle confrères, consoeurs, si on se considère comme étant des frères et des sœurs, on pourrait cheminer ensemble. On pourrait apprendre plein de choses ensemble. Vous pourriez apprendre cet esprit d'ouverture à vos enfants et puis commencer à avoir des conversations qui apportent du changement pour dire, ben, voilà une femme noire, voilà qui elle est, voilà la texture de ses cheveux et c'est beau pareil. Et si on le faisait, je pense qu'on arriverait à changer le monde et de manière respectueuse et inclusif. Merci pour votre partage et je suis heureux de savoir qu'il y en a aussi qui vivent ces expériences-là. Et vraiment, je pense que c'est un bel exemple d'allié. Et vous avez parlé du fait de pouvoir affronter les brutes qui intimidaient votre enfant. Et donc, s'il y en avait parmi vous qui vous posez la question de savoir c'est quoi être un allié, vous pouvez poser la question à ce papa qui vient de partager son témoignage ici en arrière. Donc, voilà. Et il y avait également un autre point que vous avez évoqué, c'était la réponse de votre femme. Et vous en avez mentionné, vous avez également fait un commentaire là-dessus, Jonathan, quand vous
centrer votre réaction autour de votre réaction. Quand vous devez centrer cela autour de la personne qui reçoit toutes ces réactions négatives. Donc, on ne parle pas de votre fragilité à vous. Ce n'est pas votre fragilité qu'on veut protéger. Est-ce que ça fait du sens? Vouliez-vous ajouter quelque chose, Michel ou Pansy? All sharing right now. Parce qu'on est dans un moment de partage, donc on est ouvert à tout maintenant. Y a-t-il une main de levée en arrière? Mark Grimson. Je voudrais parler un peu de cette question des jeunes. J'aime bien ça. On élève les enfants et en les élevant, on peut changer les choses, ça change les choses. Moi et ma femme, on a beaucoup de tatous et nos enfants ne voient pas la couleur. On crée une armée de gentillesse, de douceur. Ils ne voient pas les gens comme étant des personnes de couleur, ou la sexualité. Et nous, on leur enseigne que ce sont des gens, c'est l'humanité. On est tous des personnes et pour ça, on est important. Alors, ils voient des personnes et ils disent, pourquoi est-ce que cette personne-là n'a pas de tatouage? Et on leur dit, ben c'est un choix. On a chacun un choix. Alors, en leur disant cela, ça fait une nouvelle génération. Ils ont 5 ans et 7 ans, mes enfants. Et cela aide une nouvelle génération à comprendre qu'ils sont là pour faire des changements. Et nous, on fait ça chaque jour. Je voudrais ajouter quelque chose là-dessus. J'adore ce que vous dites. Et vous êtes une des premières personnes que j'ai remarquées, et c'est évident. Hier, vous étiez en short et je me suis dit, ah, c'est des beaux shorts, ça. Et puis, je vais dire que oui, abattre les obstacles, oui, c'est important, mais le respect et la reconnaissance du passé, c'est aussi important. Sinon, ça diminue l'histoire. Ça diminue ce qui a été la réalité et le pourquoi d'enseigner ça aux enfants et de ne pas classer les personnes comme étant des personnes de couleur ou des personnes queer. Vous avez soulevé quelque chose et je voudrais utiliser ça pour une question de suivi et la poser à Patty. Alors, monsieur dit qu'il enseigne à ses enfants de dire « je ne vois pas la couleur ». Qu'est-ce que ça vous fait, ça, quand vous entendez ça? « Je ne vois pas la couleur ». Eh bien, c'est important de reconnaître la couleur. Oui, c'est important. Parce que je suis une femme noire. Nous avons toute une gamme de couleurs, les humains, noirs, blancs, bruns. J'ai entendu des gens dire « je ne vois pas la couleur ». Pour moi, c'est correct d'identifier que vous voyez la couleur. C'est correct. Voulez-vous que les personnes voient au-delà de la couleur? Je veux que les personnes me voient, qui je suis. C'est moi, je suis une femme noire. Alors, voyez-moi comme que vous me voyez. C'est correct de me voir comme une femme noire. Vous ne pouvez pas me voir comme autre chose qu'une femme noire. Donc, c'est correct d'identifier les gens. Alors, est-ce que c'est correct pour les personnes blanches d'identifier Patty comme une femme noire et d'utiliser ça comme descripteur? Oui, c'est correct. Pour moi, je suis à l'aise avec ça. Il y a des gens qui sont peut-être pas à l'aise avec ça. Eh bien, moi, vous êtes correct. Mais moi, je suis pas correct quand on dit, quand on m'appelle la femme asiatique. L'Asie, c'est un continent, il y a toutes sortes d'identités. Moi, je suis brune, latte, couleur brune, latte. On a tous des différences dans les préférences, comment on veut être identifié. Donc, la première leçon, c'est de poser la question, comment voulez-vous que je réfère à vous? Y a-t-il d'autres questions, d'autres commentaires ici?
Bonjour, je suis Martin Trudrin-Racine, président de 10-109 au Québec. Nous représentons surtout les marins. Nous sommes quelques 300 membres, pour la plupart des hommes blancs comme moi. Et Jonathan a parlé de cocher les cases. Et j'ai l'impression que dans la société canadienne, québécoise, lorsqu'on parle de diversité, il y a beaucoup de tentations de cocher des boîtes et de voir ça comme étant quelque chose de chic. Et je ressens ça dans mes milieux de travail, mon ancien lieu de travail. Lorsqu'on parle de diversité, comme syndicat, il faut que ça soit fait non parce que c'est juste et parce que c'est la bonne chose à faire, mais parce que si on ne le fait pas, les autres vont se servir de ces enjeux-là pour créer des ennemis entre les collègues. Et je vois beaucoup de collègues qui se disent c'était le début de la fin quand les femmes sont arrivées. Quand les femmes sont arrivées sur les navires. Mais en tant qu'homme blanc, personne blanche, l'avancement de notre condition en tant que travailleur ne peut pas avancer si on n'intègre pas nos collègues de tous les groupes de diversité. C'est pas donc seulement juste une question que ce soit la bonne chose, mais en tant que syndicat, c'est la seule façon de pouvoir avancer. Alors, merci d'être là. Merci de faire partie du mouvement avec nous. If I can just share one thing, Je voudrais partager quelque chose. Vous avez parlé d'intégration et de perdre du terrain. Voici une coupe de statistiques de rapports de gestion Deloitte. Dans les organisations avec les leaders inclusifs, le rapport dit que le rendement de l'équipe a augmenté de 17 %, la collaboration de l'équipe a augmenté de 29 % et les sentiments individuels d'inclusion ont augmenté de 70 %. Donc, voilà la valeur pour l'entreprise. Le rendement de l'équipe, la collaboration, tout ça augmente lorsqu'on augmente l'inclusion au sein de l'équipe. John, vous aviez quelque chose? Merci, Martin. Je voulais vous remercier pour ça et réitérer le fait que, oui, c'est important de cocher une case, mais ne nous mettez pas dans une boîte, dans une case. C'est ça la différence. C'est ça pour moi lorsque je parle sur un niveau personnel. Oui, si c'est ça que ça prend pour que j'embarque dans le gouvernement fédéral, vous savez pas ce que je faisais avant moi. Il y a eu un crash économique et j'ai dû postuler dans beaucoup d'autres postes et j'apprécie être là. Donc, si vous allez cocher une case, assurez-vous qu'on ne va pas nous maintenir dans une boîte, dans une case, qu'on peut vous représenter. Moi, je représente la majorité de la culture blanche à Calgary et les terres du traité 7. Et puis, ils ont envoyé un petit gay latino. La semaine dernière, j'étais cowboy pour le Stampede. Alors, je suis là pour vous parler à vous tous parce que c'est une chance de vous parler. Charlene aussi, elle vient de Calgary. Je ne l'ai jamais connue, mais là, je vais la suivre sur les médias sociaux parce que c'est ça qu'on fait, les gens de mon âge. Mais c'était vraiment quelque chose de la voir ici sur la scène, parler authentiquement. Il y en a qui n'ont pas peut-être saisi toutes ces blagues, mais pour d'autres, ça nous a frappés parce que on utilise l'humour comme mécanisme de défense. On se moque de nous-mêmes. Donc, cochez une case, mais ne nous mettez pas dans une case. Oui. Si je peux ajouter quelque chose, et je vous lance ce défi d'aller un peu plus loin. Vous cochez une boîte, vous ne mettez pas les gens dans une boîte, mais regardez aussi les gens que vous avez apportés, essayez de les intégrer comme source de votre propre apprentissage. Pensez à toute la richesse que ces 3 collègues ont partagée avec nous, toutes les nouvelles informations que vous avez pu recueillir.
Imaginez-vous si vous approfondissiez cette connexion. Qu'est-ce que vous pourriez apprendre d'une femme noire à la fonction publique après 30 ans, l'évolution qu'elle a vue au sein de la fonction publique, une femme métisse, professionnelle, qui a vu des changements arriver, et ce beau garçon, ce beau gars queer, comment il peut vous aider à être un meilleur allié pour vos enfants. Il y a tellement d'apprentissage à retirer. Donc, vous voyez ça comme une source d'apprentissage. Est-ce qu'on nous coupe la parole, là? Ah, désolé. Un peu de mon rôle ici, c'est aussi de reconnaître et d'observer l'heure. Vous avez tous été très généreux avec votre temps. On a encore un peu de temps. Y a-t-il d'autres questions? Merci. Merci d'avoir partagé vos expériences. Je voudrais partager une de mes expériences parce que je pense que je peux bien me relater avec ce que vous dites quand on se sent à part. Bien sûr, je suis un homme blanc, cisgenre, mais j'ai eu de la difficulté, moi, à l'école, toute ma vie, parce que j'étais paresseux. Eh bien, il y a 2 ans, on m'a diagnostiqué avec un TDAH et avec la dysgraphie, qui est un trouble de l'apprentissage. On a de la difficulté à s'exprimer parfois. Tenir un stylo, c'est comme tenir une brique. Je dessine comme un jeune de 7 ans, un enfant de 7 ans, encore à mon âge. Mais je ne savais pas. Alors, jeune, je me sentais pas que j'appartenais. Je portais pas attention. Chris, il essaie pas. Chris, il est intelligent, mais il essaie pas. J'ai postulé pour un certain poste à la caserne de pompiers, et puis j'ai grandi, et puis j'ai trouvé que ce sentiment d'appartenance est aussi au sein du syndicat. Dans ma ville, c'était des cols bleus, une ville très industrialisée, avec tous les gens de Terre-Neuve qui sont allés au Labrador pour travailler dans les mines. Donc, moi, ce que j'ai appris sur la diversité, sur les questions, les enjeux, l'équité des sexes, ce que j'ai appris sur toutes sortes de choses dont on parle aujourd'hui, eh bien, c'est vrai aussi. Moi, mes expériences et mon éducation avec l'AFPC, j'ai appris ces choses-là. Et j'ai jamais coché de boîte d'équité. On m'a diagnostiqué ma dysgraphie et mon TDAH en 7e année. Et mes parents ont mis le rapport dans un tiroir et il y avait toute une liste d'accommodements et j'aurais pu peut-être mieux faire à l'école si ça avait été observé. Mais c'était la reconnaissance de mon anxiété et j'étais anxieux depuis toute ma vie, mais c'était juste révélé l'an dernier c'était quoi. Alors merci. Vous m'avez donné un peu de courage pour venir parler aujourd'hui et j'apprécie ce que Denise a fait en tant que notre agente des droits de la personne. Vous avez fait une très bonne décision d'avoir cette représentation ici et je vous en remercie. Merci beaucoup. Thank you. Thank you for sharing a bit of your... Merci beaucoup d'avoir partagé un peu de votre histoire. Une petite quelque chose. Vous êtes un homme cisgenre blanc, mais vous venez de vous révéler, de sortir du placard, comme on peut dire. Un homme de votre génération, vous avez quelque chose. Vous avez des vulnérabilités. Votre génération et les générations avant vous, être sensible, là, c'était pas accepté. Pas du tout. Hein? Honnêtement, là, c'était pas accepté. Être sensible, c'était être une fille, un fif, tout ça. Alors, je vous applaudis d'avoir dit ici qui vous êtes. Moi, je me suis mariée avec un homme blanc. Je l'adore. Il est excellent cuisinier, mais c'est pas danser. Mais on se montre des choses. On s'enseigne par nos différences culturelles. C'était un homme blanc, là, d'origine britannique, blanc, là, à fond. Alors,
cette permission de pouvoir faire partie de sa famille, ça a servi à réaffirmer que les personnes blanches peuvent changer. Les personnes blanches ont aussi une certaine suppression. On leur dit, on ne montre pas nos sentiments, on se ferme la bouche, on travaille, on conduit notre voiture, on s'achète une maison, on se rend plus riche que le voisin. Alors, c'est tout des stigmatismes. Nous, en tant que minorité, on est déjà au courant, mais on veut que vous sachiez qu'on comprend votre message. Mais il faut juste s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on ne crée pas une hiérarchie que, bon, vous êtes meilleur que moi parce que... Alors, merci de vous être révélé et c'est magnifique. Merci. We have another question at the... Une autre question au fond de la salle. Bonjour, je suis Basra de Camera Materials Hamilton. Je suis d'origine pakistanaise, musulmane. Je voulais donc vous demander comment vous traitez et vous composez avec les commentaires micro-agressifs au travail et comment vous faites des amitiés au travail. Donc, la question était celle-ci. Comment composer avec les micro-agressions au travail? Ça peut prendre diverses formes, comme, oui, vous parlez anglais pas mal bien pour une personne comme vous. Je peux-tu toucher vos cheveux? Ça peut avoir toutes sortes de formes, ces micro-agressions. Et souvent, la personne qui donne les micro-agressions n'a pas l'intention de faire du mal, mais pour la personne qui reçoit ça, ça fait du mal. Et ça reste avec nous. Ce commentaire, vous parlez anglais. Eh bien, il y a 30 ans, quand j'étais journaliste au Québec, on m'a dit « Hey, vous parlez bien l'anglais pour quelqu'un comme vous. » Ça fait 30 ans et ça fait toujours mal. Alors, comment composer avec les micro-agressions? Eh bien, moi, je voudrais dire ceci. Moi, ça va pas bien quand je subis ça. Pas du tout. Je pense que je me retourne, je m'éloigne de la situation, mais j'essaie de travailler là-dessus. Même le fait d'être ici sur la scène, c'est un début pour moi, dis-je, d'avoir une certaine confiance pour parler, non pour être, pour manquer de respect, non, mais juste pour éduquer les gens, informer les gens, dire aux gens comment je me sens si vous touchez mes cheveux. Et j'aime pas ça, moi. J'aime pas ça que les gens touchent mes cheveux. Donc, juste le fait d'être à l'aise, de le dire pour que les gens ne soient pas offusqués. Mais je suis pas à ce point-là, moi. Il faut que je l'avoue, là. Je suis pas à ce point-là et ça aussi... Ben, j'y arriverai bientôt, un jour, bientôt. Croyez-vous que ce serait utile si vos collègues vous aidaient? Oui, absolument. Alors, qu'est-ce qu'ils pourraient dire, vos collègues? Eh bien, mes collègues, si quelqu'un observait une microagression envers vous, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Ils peuvent... se mettre à mes côtés et peut-être avoir une réponse ou peut-être même s'exprimer et faire sortir ce qui se passe. Et moi, je pourrais peut-être ajouter quelque chose et répondre aux questions alors. Oui. Avoir plus de soutien. Et je pense que c'est ça, là, le vif de la question. C'est pour ça que c'est tellement important pour nous dans cette collectivité de cultiver des alliés solides. Parce que quand il faut compter sur les gens qui ont l'air de nous pour nous tenir debout contre les microagressions, eh bien, c'est choquant quand on reçoit ça. Ça nous surprend. Et une fois qu'on l'a compris, qu'on a compris ce qui s'est passé, il y a plein de temps qui s'est passé. Par exemple, voici. Oui, le moment est passé.
et le moment d'un apprentissage n'est plus là. Alors, c'est pour ça qu'on compte sur vous comme alliés. Voici un exemple. Moi, mes enfants sont biraciaux. Ils sont philippins et blancs. Et quand ils étaient petits, on était au parc. Et à l'époque, je vivais dans un quartier blanc, surtout blanc. Et un voisin m'a dit, êtes-vous la mère ou la gardienne? La nanny. Et j'étais vraiment surprise. Je me disais, est-ce que je prends un accent philippin et me faire semblant que je parle pas en anglais? Mais j'ai pas fait ça. J'ai parlé dans mon anglais le moins accentué. J'ai essayé de parler blanc. Et j'ai dit, pardon, qu'est-ce que vous voulez dire? Et elle était abasourdie. Et je le dis parce que si vous recevez ça, si vous êtes dans une collectivité sous-représentée, une personne de couleur autochtone, une personne avec un handicap, c'est tellement lourd comme fardeau d'avoir avoir les réponses. On vous demande de nous aider. C'est pour ça que c'est important. Les discussions, les conversations. Plus vous pouvez parler à vos collègues ici pour leur demander ce dont vous avez besoin, plus vous êtes bien équipés pour répondre aux microagressions. Et ça fait une boule de neige d'apprentissage. Vous comprenez? Michel, vous aviez quelque chose à ajouter? Non? Alors voilà. Les microagressions, c'est encore quelque chose à quoi nous faisons face au milieu de travail. Y a-t-il d'autres questions? Bon, il nous reste quelques minutes. Voici un exercice, une petite auto-réflexion, là. Alors, pour vous-même, la pensez à ça. Qui sont les 5 principales personnes, les personnes à qui vous faites confiance, pas votre partenaire, votre animal ou votre famille. Sont les 5 personnes à qui vous parlez, avec qui vous partagez les bonnes nouvelles, avec qui vous pleurez? Songez à ces 5 personnes-là. Alors, posez-vous cette question-ci. Est-ce que ces personnes-là me lancent des défis ou est-ce qu'elles sont toujours d'accord avec ce que je dis? Y a-t-il quelqu'un d'une autre génération? Y a-t-il quelqu'un dans vos 5 personnes les plus auxquelles vous avez plus confiance qui recommande un handicap ou de la collectivité LGBTQ ou trans? Il faut y penser parce qu'une fois que vous allez plus loin et que vous incluez des gens qui ressemblent à Jonathan, Pansy, Michel et que vous les amenez dans votre groupe de 5, imaginez-vous à quel point c'est plus profond vos conversations et vos apprentissages. Matière à réflexion. Sur ce donc, je dois vous remercier du fond du cœur de m'avoir aidé à faciliter cette discussion. Vous avez été si braves et si ouverts devant moi et vos collègues. Je vous remercie pour ça.